Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation se révélant parfois être un véritable défi. Dans cette série de vidéos, je vous propose de partir 2 fois par mois à la rencontre du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu des épreuves plus ou moins douloureuses, des relations plus ou moins difficiles, mais qui avaient toutes leur raison d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser cette situation et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations, que vous pouvez retrouver sur les plateformes citées en description. Cette série d'entretiens vidéo est là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer une Wonder entrepreneur, Élodie Florenti. Bonjour Élodie. Bonjour Virginie, comment ça va? Écoute, ça va très très bien. Et toi? Ah, moi, merveilleusement bien. Je suis super contente de cette invitation. Je pense qu'on va passer un très très bon moment. Oui, j'en suis convaincue. Voilà, alors je vais te présenter un petit peu, alors d'une façon un petit peu officielle, et puis aussi raconter comment moi je t'ai rencontrée, comment je t'ai découverte. Ok. Alors, tu es, et tu le marques partout, provocatrice d'action pour le succès des entrepreneuses ou entrepreneurs, ça dépend, on dit comme on veut. Parce que toi, tu trouves que cela, c'est un peu plus fun que de dire je suis business coach. Déjà, Ah, ça met un peu plus de... ah ouais, déjà, j'aime pas les étiquettes en fait, Ouais. et encore moins les étiquettes professionnelles parce que je trouve que ça réduit vachement le champ des possibles. Et c'est pas du tout, en tout cas, comme ça que je me définis. Alors évidemment, les gens ont la facilité de m'appeler business coach parce que dans la perception de ce que je fais, c'est ce qui ressemble le plus. Mais moi, j'aime pas du tout ce terme. Je trouve, je sais pas, ça me saoule. Et en plus, c'est pas du tout par là que je me définis Oui. parce que voilà, business coach, c'est comme si tu disais une table, une chaise. C'est ça. J'aime pas ça. Mais Donc qu'est-ce qui ouais, fait la provocatrice. différence entre toi et une autre? Là, au moins, on comprend que derrière, va y avoir de la provocation, va y avoir de l'action, va y avoir du succès. Et c'est vrai que ça te définit vraiment. Moi, tu as fait partie en fait de mon défi vidéo, 30 vidéos en 30 jours, hashtag tu m'inspires, que j'ai fait récemment, que voilà, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, eh bien, j'ai lu un de tes articles, une lettre, ton hommage à la femme qui a eu les couilles de devenir entrepreneur. Voilà, ça plante le Ouais. décor. Ça plante plein de décors. Et voilà, Élodie, t'es comme ça, un peu provocatrice, mais tellement merveilleuse. Et ce n'est pas pour rien que tu es la chef de famille des Wonder Business Women, le mouvement que tu as créé, mais que tu as renommé très récemment Wonder Entrepreneur parce que tu as fichu la trouille à la Warner. Quand même. Ben, ouais. Ben ouais, si tu veux. Alors, je sais pas si j'ai réfléchi la trouille, mais voilà, oui, c'est ce qui s'est passé. C'est que je m'attendais pas du tout à ça. Moi qui avais vraiment dans l'idée de soulever, d'élever, d'aider les femmes à se révéler vraiment sur le côté wonder, sur ce côté merveilleux, sur le côté génie, etc. Donc, j'avais fait l'association avec Wonder Woman, qui pour moi, depuis toute petite, est mon héroïne. Et voilà, et puis en plein sommet des Wonder. Je vais le couper comme ça, au moins c'est clair. En plein sommet des Wonder tout court. Ouais. Ouais, j'ai reçu un mail et des lettres recommandées de la Warner Bros. Qui me disaient qu'il n'était plus question que j'associe mon activité à Wonder Woman, que je vendais les mêmes, en fait, que je leur faisais concurrence, alors que, bon, ben, voilà, je leur ai rapidement répondu que je ne savais pas que la Warner faisait du coaching d'affaires, mais que je m'en excusais. Et puis voilà, donc du coup, c'est vrai que ouais, il a fallu que je rebondisse très rapidement puisque c'était sans délai qu'il fallait que je Oui. modifie ma communication, mes visuels, mes réseaux sociaux. Voilà, donc j'ai fait avec. Et puis Ouais. en quelques jours, j'ai retourné la situation à mon avantage puisque au final, quand j'ai annoncé à ma communauté que dorénavant nous serions les Wonders entrepreneurs et que ben, j'ai raconté évidemment le pourquoi, hein, je n'ai pas fait ça sur un coup de tête, et ben, elles ont toutes kiffé.
Et au final, elles m'ont dit, bah, tu sais quoi, bah, on préfère vachement ce terme-là. Voilà, parce que ça nous appartient à nous et on n'appartient plus du coup ni à Wonder Woman ni à personne. C'est à nous et elles étaient ravies. Donc, tout est bien qui finit bien. C'est ça, donc quelque chose pas simple, mais tu as su rebondir. Et puis effectivement, au moment où tu lances ton premier sommet en ligne, ben voilà, faut être capable d'utiliser ce qui se passe à ce moment-là pour en faire quelque chose de meilleur. Et c'est ce que tu as fait. Et toi, ton job, ben, effectivement, c'est d'aider les femmes entrepreneurs donc, à découvrir leurs valeurs, à déployer leur plein potentiel, tout ça au service de leur entreprise, et puis se démarquer pour avoir une vie, un business qui leur ressemble à 100%. Et c'est ce que tu leur as montré aussi finalement à ce moment-là, qu'on pouvait bien, comment se démarquer aussi quand on rencontre ce genre d'épreuve. Donc, je pense qu'effectivement, c'était une leçon aussi, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment on réagit? Bon, ben voilà, dans le business, il n'y aura pas toujours que des moments faciles. Donc ça, au final, écoute, t'as pris ce qui est arrivé. Ben ouais, l'idée, c'est de s'habituer à rebondir et d'anticiper un petit peu. Alors celle-là, je ne l'avais pas anticipée, hein, pour être très honnête. C'est la dernière chose à laquelle j'aurais pensé. Mais voilà quoi, ouais, l'idée quand on est entrepreneur, à mon sens, c'est de faire en sorte de rebondir le plus rapidement possible, de surtout pas rester sur les problématiques et d'aller chercher la solution. Voilà, pour éviter de plonger dans des espèces d'engrenages et d'idées saugrenues, de déprime. Voilà, on n'a pas le temps pour ça. Il y en a suffisamment comme ça dans nos journées d'entrepreneurs pour qu'on s'en rajoute. Ouais. Alors moi, je t'ai rencontré l'année dernière au live de la meilleure année de votre vie, donc Martin Latulipe, donc il y a à peu près un an, c'était en mai 2019. Et puis au moment des pauses, on avait la possibilité d'être pris en photo avec Martin, et c'était toi et ton mari qui géraient le stand photo avec une extrême gentillesse. À ce moment-là, on a échangé juste quelques mots, mais je ne savais pas du tout qui t'étais. Hein. Je l'ai découvert après. Et là, d'accord. Une femme pétillante, pleine d'énergie, authentique, comme je le disais, un discours parfois décapant, mais toujours bienveillant. Et voilà, et donc ça m'a plu ensuite de savoir qui tu étais. Mais à ce moment-là, j'avoue, je découvrais l'univers de Martin Latulipe et du développement personnel, parce qu'à ce moment-là, moi, je n'étais pas dans ce milieu-là. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ton #PRAF. Alors, c'est ta marque de fabrique. C'est associé donc au Wonder Entrepreneur. Ça fait un tabac. Et alors, pour les gens qui ne sauraient pas ce que veut dire PRAF, qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas vu ma vidéo donc dans mon défi, ça veut dire plus rien à foutre. Voilà. Exactement. Exactement. Et alors, toi, tu fais des petites piqûres de rappel de temps en temps, parce que pour toi, eh bien, se mettre en mode PRAF, c'est très efficace parce que ça permet un lâcher prise par excellence, et ça permet de passer du passage du j'ose pas à j'y vais, je le fais, je suis moi. Puis ceux que ça plaît pas, c'est pareil, tant pis. Oui, parce que tout le monde le sait, le développement personnel grandit beaucoup ces dernières années. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des recherches, qui s'intéressent, qui se développent personnellement. Mais c'est vrai que cette histoire de PRAF, moi, j'ai tellement vécu, en fait, l'anti-PRAF de tout à foutre. Hein. Ma vie, elle a circulé là-dessus, quoi, en fait. Je me préoccupais de ce qu'allaient dire les autres, de ce qu'ils allaient penser, mais comment ils allaient réagir et puis si j'échouais, qu'est-ce qui allait se passer, mais qu'est-ce qu'ils allaient dire de moi, ils allaient me critiquer. J'ai passé ma vie à faire ça. Puis un jour, j'en ai tellement eu assez, mais vraiment, c'était le ras-le-bol de chez ras-le-bol, quoi. Que je me suis dit, c'est bon, quoi. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Et quand j'ai créé la communauté des Wonders, c'est vraiment l'essence même. En fait, c'est le départ de la communauté des Wonders. C'est de leur dire, les filles, au lieu de vous dire, j'y vais, mais j'ai peur, je vais essayer, mais j'ai peur, tournez votre phrase et dites, même si j'ai peur, j'y vais. Ouais, parce que ça suffit, quoi. Et effectivement, moi, ce PRAF, il m'a mis en mode lâcher prise, mais c'est-à-dire que ça a été d'une efficacité extrême pour moi. C'est-à-dire, je ne le revendique pas juste pour faire un hashtag à la mode, etc. C'est vraiment, je l'incarne parce que j'en ai vraiment plus rien à foutre de ce que les autres penseront ou diront. Par contre, ça ne veut aucunement dire que je dénigre les gens ou que je ne les respecte pas.
ça veut dire que je pars du principe où leur façon, leur schéma de pensée, leur façon de percevoir une situation de ma part leur appartient. Donc, je leur laisse. Et en tout cas, j'ai décidé de faire ce que j'avais envie de faire, d'être et d'avoir. Et depuis, voilà, c'est un truc c'est vrai que ça fait quand même un tabac aujourd'hui. On en a fait des t-shirts, on en a fait. Et puis, il y a les filles qui portent ces t-shirts, elles se sentent vraiment. C'est étrange l'effet que ça fait parce que quand on se sent dans l'appartenance d'une communauté aussi forte que celle-ci, ben, ça donne un peu des ailes finalement. Et rien que porter ce t-shirt-là, j'ai plein de retours, ça me fait toujours rire parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu moi aussi. Ils me disent, mais Hello, même à l'école de ma fille, je vais la chercher, j'ai mis mon t-shirt PRAF, ça veut bien dire ce que ça veut dire. À partir de là, ma fille va faire ce qu'elle veut faire de sa vie et moi aussi. Donc voilà, dans l'idée, c'était ça, mais je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une aussi grande ampleur, pour te dire la vérité. Ouais, c'est ça, c'est devenu un art de vivre. Et puis une fois acquis, bah voilà, c'est quelque chose, on s'en sépare plus jamais. Puis ça change vraiment la donne et la suite de notre vie. Alors, je suis pas rentrée dans le détail de ton parcours entrepreneurial. On y reviendra peut-être, voilà, sur certaines étapes. Mhm. Donc, j'ai fait une présentation succincte. Est-ce que déjà ça te convient? Je suis assez dans les clous. Ah ben, moi, je voulais te dire, j'ai pas voulu te couper tout à l'heure ou casser l'ambiance, etc. Moi, je voulais te dire bravo parce que ça fait toujours extrêmement plaisir quand on est interviewé par qui que ce soit, de savoir que la personne qui est venue nous chercher, en fait, elle s'est vraiment renseignée. Tu es autre que dans les clous, tu es pile poil sur ton Inks là-dessus. Donc, chapeau, voilà, c'est que te dire à part bravo, c'est parfait quoi. J'aurais rien rajouté de plus en fait. Hein. Oui, c'est vrai que comme tu dis, quand je vais chercher quelqu'un pour une interview, c'est parce que j'ai vraiment déjà parce que la personne, elle m'inspire, parce que, pour plein de raisons, différentes suivant les personnes, mais j'ai envie vraiment de créer cette connexion et pas, comment dire, de dire comment moi je vois la personne, comment moi je l'ai, parce que sur le papier, on peut prendre ton site et puis je peux lire ta présentation, mais ça ne va rien apporter. Enfin, je trouve que voilà. Bien, non, non, tu as très bien fait. C'était juste impeccable. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, Hello. Alors moi, ce qui m'anime et ce sur quoi j'aimerais qu'on échange aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'écologie relationnelle. Et moi, j'aime parler d'écologie parce que la qualité de nos relations, elle est aussi importante que la qualité de l'air que nous respirons. Et alors, cette écologie relationnelle, c'est un ensemble, un écosystème qui comprend trois dimensions. Il y a les relations à soi, il y a les relations aux autres, dans les relations interpersonnelles, et puis il y a les relations au monde, aux événements, et puis au monde en lui-même, la planète Terre. Et alors, pour démarrer cette entrevue, est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au monde et nous dire par quelles épreuves, alors quelques-unes, hein, celles que tu as envie de nous partager aujourd'hui, tu as dû passer, quelles épreuves tu as dû vivre pour être la femme que tu es aujourd'hui? Ouh, quelle question, dis Une à donc. laquelle Alors, je pense. je vais te dire un truc côté épreuve. J'ai été gâtée. Et je C'est-à-dire que je ouais. prends. Oui, oui, j'ai été gâtée. La première épreuve que j'ai vécue personnellement et qui était pour moi un premier déclencheur, et pourtant j'étais excessivement jeune puisque j'avais 13 ans, c'est que en fait, je ne le dis jamais dans les interviews, Ouais. donc tu vas avoir un scoop, c'est très certainement. En fait, j'ai été mordue par un chien Mhm. au visage et dans le cou. Euh, et en fait, comment te dire que j'ai vécu une EMI pendant cette attaque, Ouais. parce qu'il m'a sectionné la carotide et que bah, il me restait plus beaucoup de temps. Et pendant cette EMI que j'ai tue pendant plus de 30 ans, puisque c'est quelque chose d'excessivement personnel et d'excessivement, je ne sais pas, il y a une espèce de pudeur qui vient se mettre au milieu de ça, une espèce de truc qui vient te dire que de toute façon, personne ne comprendra jamais ce que tu viens de vivre. Ouais. Et c'est comme si tu t'autorisais pas, ou je sais pas, il y a une espèce de secret qui se met en route où
tu n'oses pas dire ou l'avouer, comme si c'était un tel privilège que de le dire, ça desservirait les autres, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais. Et, voilà, donc la première chose qui s'est passée, c'est ça, mais qui m'a fait comprendre aussi beaucoup de choses de la vie, malgré mon jeune âge, parce que alors là, je vais te dire qu'à 13 ans, j'avais un petit poids dans le cerveau, hein, très honnêtement. Euh, voilà, qui m'a fait comprendre que la vie qu'on vivait sur Terre, elle était vraiment, euh, j'ai même pas les mots en fait, qu'elle était vraiment, en gros, ça servait à rien de se prendre la tête parce que tout ce qu'on faisait, c'était un cheminement d'humain, qu'on était là sur Terre pour se faire grandir, pour faire grandir les autres. Et puis après, voilà, c'était comme un passage. On vient faire un grand bonjour, on pose les pierres de ce pourquoi on est venu, ce pourquoi on a été missionné, et après on repart. Donc c'est une espèce de coucou pendant un voyage, en fait, hein, une étape, voilà, une étape du grand voyage. Et ça m'est toujours resté dans la tête, mais je ne l'ai évidemment jamais dit. Donc, ok. Bon, après, c'est vrai que ce sont des choses qui m'ont vraiment atteint personnellement. Mais bref, j'ai eu le décès de mon cousin qui avait 37 ans, puis après le décès de mon neveu qui avait 19 ans. Enfin, il y a eu des décès comme ça qui se sont enchaînés et qui ont été pour moi, qui m'ont franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup cassé humainement. Mais à côté de ça, c'est très étrange ce que je vais te dire, mais avec cette EMI que j'ai vécue, toutes les émotions que je vivais en tant qu'être humain sur Terre, en ayant le cœur déchiré, etc., il y avait toujours ce truc à côté qui me disait, mais hello, t'as toujours pas compris, quoi, t'as toujours pas compris. Fais ce que tu as à faire, fais ce que tu as à faire, voilà. Et puis la dernière, alors cerise sur le gâteau, ça a été donc à l'hôpital, puisqu'avant j'étais infirmière et responsable de bloc opératoire, où je vais te la faire très rapide, où j'ai été accusée du décès d'une patiente pendant une intervention au bloc à laquelle je n'assistais pas. Mais comme j'étais responsable du bloc opératoire, ben, c'était facile de me nommer responsable de ce décès. Donc ben voilà, j'ai été interpellée par la police. J'ai failli aller en prison. Donc, merci au policier, le seul policier qui a bien voulu m'écouter, non pas que m'entendre, mais m'écouter, et qui a compris qu'en fait, ben, j'y étais pour rien. Ben voilà. Donc, après ce cap-là, comme je le dis quand on me pose la question, le truc, c'est que ce qui s'est passé en moi, ça a tellement été violent et rapide que même si à la fin de la journée, ce policier m'a dit c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, vous n'irez pas au commissariat, etc. Ben pour moi, ça a été trop tard. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai fait une dépression de 6 mois. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça une dépression. Voilà. Et je suis restée à la maison pendant 6 mois parce que j'ai eu peur de la vie terrestre. Je me suis dit, c'est pas ça la vie. Avec ce que j'ai vécu là-haut, je ne peux pas accepter de rester ici pour continuer à avoir une vie aussi dégueulasse c'est pas humain, c'est complètement inhumain ce que je suis en train de vivre, voilà. Donc il y a eu un parallèle dans ma tête qui m'a fait switcher et j'ai mis donc 6 mois pour m'en remettre et pour me reposer les bonnes questions, etc., etc. Te poser les bonnes questions et puis te réaligner avec qui tu es vraiment, essayer de trouver qu'est-ce qui, oui, comme tu disais, pourquoi je suis là finalement, si c'est pour vivre une vie aussi difficile, quoi. À un moment donné, ça doit être, Ben, ouais, c'est-à-dire que le parallèle est vite fait. Quand tu vis une EMI et que tu vis quelque chose d'aussi invraisemblable, et d'aussi merveilleux, d'aussi puissant, d'aussi innommable positivement, euh, avec c'est même pas de l'amour, ça va bien au-delà de l'amour, et que tu redescends ici et que tu passes ta vie à te prendre des gifles avec tout l'inverse de ce que tu vis pendant un laps de temps, peut-être 10 minutes là-haut, tu comprends plus, quoi. Tu comprends pas quel est l'intérêt de rester ici, en réalité. Il y a plus de sens, quoi. Et moi, j'en trouvais plus, en fait. Je trouvais plus du tout de sens à cette vie sur Terre. Vraiment. du coup, le chemin va être quand même long, hein. Tu parles de 6 mois de dépression, burn-out. Effectivement, je ne sais pas comment on peut nommer, en tout cas, où tu peux plus sortir. Puis petit à petit, si j'ai bien compris, tu remontes un business. Alors au début dans les fringues, hein, c'est ça. Mm, mm.
puis à tout un à moment fait. donné, je crois que tu as un magasin de fringues. Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a l'histoire de la gratitude envers la table basse? Ouais, c'est Est-ce que ça. tu peux nous parler de cette histoire? En fait, les seules choses qui me raccrochaient à la vie, alors le burn-out, je l'avais déjà à l'hôpital, qui est venu me finir en beauté avec cette histoire d'accusation. Donc là, pour moi, c'était, je veux dire, il n'y avait plus rien. Et effectivement, pendant ces 6 mois, en fait, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que je n'arrivais plus à rien faire. Même chez moi, j'avais plus goût à rien. Cuisine, ménage, il y avait rien qui avait du sens, quoi. Les deux seuls trucs qui m'ont raccroché à la vie, c'est ma famille proche, c'est-à-dire ma fille, mon mari et ma mère, quoi. Vraiment, c'est les trois raisons réelles pour lesquelles je me suis dit je continue. Et je m'ennuyais tellement que ben voilà, je me suis mise devant mon ordinateur. Je me suis dit, il faut vraiment que. Alors, je n'étais pas en mode recherche développement personnel, pas du tout, hein, pas du tout. Mais le seul truc que j'avais dans la tête, c'était comment ça a été possible d'avoir accepté d'être responsable dans un secteur, donc notamment le secteur hospitalier, et d'être nommé responsable de tout, en fait. Donc, je ne veux plus être responsable pour les autres, certainement pas pour un patron. Je veux être responsable de ma vie. C'est le seul mot que j'avais. Je veux continuer toute seule. Je ne veux plus être salariée. Je ne veux plus travailler pour personne. Voilà. Et au moins, si je fais des conneries, ça sera de ma responsabilité et ça m'appartiendra à moi. Et personne ne pourra m'accuser d'avoir fait quoi que ce soit. Donc voilà, pendant 6 mois, ben, je me suis mise sur Internet et puis comme j'avais rien à faire, ben, j'achetais des fringues en fait. Hein. On était en 2003, 2004, donc vraiment les prémices du net, le e-commerce, n'en parlons même pas. Et j'achetais des fringues sur eBay parce qu'à l'époque, il y avait pas de boutique en ligne. Donc eBay, c'était le grand truc. Donc voilà, j'achetais des fringues. Et un jour, je sais pas pourquoi, je suis allée me poser cette question. Je me suis dit, mais si moi, dans l'état où je me trouve, j'achète des fringues parce que j'ai peur de sortir, j'ai peur de voir du monde, je déteste les gens, j'en étais là. Hein. Les gens me faisaient vomir. Ça veut dire j'avais collé une étiquette sur le monde entier. Tu parlais d'écologie face à l'environnement, au territoire. Ben voilà, quoi, la mienne d'écologie, elle était là. Quoi. Je détestais les gens. Mais en fait, avec le recul, c'était pas du tout ça. Mais c'est les mots que je mettais dessus, en fait. Voilà, et je me suis dit comment je vais pouvoir faire. Et puis si moi j'achète, ben, il y a certainement d'autres personnes qui sont aussi désemparées que moi, qui ont aussi peur forcément que moi de sortir pour X raisons. Et peut-être que ça serait cool que je les aide. Alors, j'ai pas du tout pensé à ouvrir une boutique, un site internet. Je me suis dit, mais de quelle façon, là ça fait partie de mes valeurs par contre, de quelle façon je peux retourner le truc et à mon tour, si moi je m'en sors, de ce truc dégueulasse-là, bah, peut-être que je vais pouvoir aider d'autres femmes à s'en sortir. Et à travers ces vêtements-là, je me suis dit, bah, et si moi, je les aidais à mon tour à essayer de retrouver un petit peu d'estime d'elle-même, d'amour d'elle-même à travers les vêtements. C'était juste un véhicule, hein, le vêtement, mais c'était pas l'idée, quoi. Hein. Je voulais pas vendre des vêtements pour vendre. Derrière ça, il y avait plein de trucs cachés. Et donc, ben, je me suis dit, mon mari est rentré le soir, je lui ai dit, je te le dis, demain, j'ouvre une entreprise. Lui, c'est arrivé comme un. Ah bon, mais une entreprise de quoi? Je ne cherche pas à comprendre. En fait, je veux aider les femmes à se sentir mieux. Moi, je veux aller mieux aussi. C'était un peu un exutoire et un peu une façon de me guérir aussi, hein, très honnêtement. Mais si je me sens plus seule, eh ben, je pense que ça marchera. Et effectivement, ça a marché, puisque j'ai commencé à acheter quelques fringues. Et puis, on a vite été débordés, puisque je les vendais sur eBay, puisqu'il n'y avait que ça. Et ça a fonctionné. Et puis, j'ai mis mon identité. Alors, tu vois, à l'époque, c'est dingue, parce il y avait quand même 17 ans. Mais déjà, j'avais mis mon identité là-dessus. Il y avait un message très fort à travers ça. Donc, évidemment, ça a fonctionné. Et puis après, j'ai commencé à ouvrir une boutique sur eBay. Puis après, ça a grandi. Donc, j'ai ouvert une boutique en ligne. Là, ça y est, les prémices des e-commerce arrivaient. Donc, j'ai ouvert une boutique en ligne. Et puis, la boutique en ligne, je me suis dit, mais comment on va faire pour. On n'a pas d'entrepôt. Chez moi, c'était un hangar, quoi. Et j'ai dit à mon mari, il faut que je loue un local, il faut que je loue un truc, je ne peux plus rester comme ça. Et du coup, on a loué un local, mais comble du comble, qui s'est retrouvé face à l'hôpital, mais pile poil, hein, face à l'entrée de l'hôpital où je travaillais. Je me suis dit, tu vois, regarde, l'antipraf.
Jamais de la vie je prends ce local parce qu'ils vont croire que je fais de la provocation. Ils vont croire que je les provoque et au final, j'en trouvais pas d'autres. Donc voilà quoi, j'ai ouvert ce local en pensant que j'allais entreposer des fringues, mais la vie a fait qu'en fait ce local était un ancien magasin de vêtements que les gens qui étaient de passage connaissaient très bien. Et donc, quand ils m'ont vu arriver avec mes cartons, tout le monde essayait de m'ouvrir la porte qui était fermée à clé. Mais quand est-ce que vous réouvrez? Mais c'est pas vrai, vous remettez des vêtements ici, mais oh là là, c'est quand la réouverture? Et là, j'ai dit à mon mari, chérie, on est dans la merde. Parce que les gens croient qu'on va ouvrir une boutique de vêtements. Et il m'a dit, et si on le faisait vraiment? Oui. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec une boutique eBay, une boutique en ligne, et puis une boutique, une vraie boutique de vêtements. Voilà, et ça a duré 10 ans. Et l'histoire de la table basse, pour finir, c'est que cette aventure a duré 10 ans. Elle a eu un énorme succès, mais vraiment, à tous les niveaux. Et en 2012-2013, il y a la crise qui a commencé à apparaître. Donc, déjà, la crise a été encore un coup de pied au cul de la vie. Hein. Mais bien avant ça, ce qui m'a paru très étrange en moi, c'est que le chiffre d'affaires montait, que tout allait très très bien. Mais je sentais qu'au plus la réussite se levait, au plus, moi, je descendais. Et je me disais, putain, mais jusqu'à quand, ma cocotte, tu vas être instable, en fait? Jusqu'à quand ça va durer? Même quand tu réussis, ça va pas, t'es pas contente. Et en fait, j'ai compris après, mais je te fais le résumé maintenant, qu'en fait, c'était juste, c'est pas d'instabilité, c'est juste que je me cherchais, que j'avais trouvé une espèce de véhicule pour amorcer l'accompagnement des femmes, mais que je m'étais juste trompée de véhicule. Et là encore, c'est même pas se tromper, c'est une amorce. Comment j'ai commencé à découvrir que j'aimais tant aider les femmes. Voilà. Et la table basse, c'est que, alors moi, ça allait plus du tout. Et un jour, il y a une cliente qui est arrivée, qui m'a dit au magasin en voyant ma tête, parce que je pleurais du matin au soir, je m'en foutais. En fait, je faisais tout pour fermer, quoi. Inconsciemment, je faisais tout pour faire déposer le bilan de mon entreprise, très clairement. Certainement parce que je n'avais pas l'audace à l'époque de dire, maintenant, basta, tu fermes, tu vas faire vraiment ce que tu as envie pour de bon, quoi. Donc, j'ai tout fait pour la faire fermer. Puis, il y a une cliente un jour qui est arrivée et qui m'a dit, Hello, franchement, de te voir comme ça, ça me fait trop de peine. Je te donne un numéro de téléphone, appelle. Et elle s'en va. Et donc, elle m'a donné un numéro de téléphone qui est resté sur le comptoir de ma caisse du magasin. Et je me dis, mais il appelle, mais elle est folle, celle-là, à qui je vais appeler? Appelle-la, je te dis, tu m'en diras des nouvelles. Donc, j'ai appelé cette personne, donc Juliette, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Elle m'a donné rendez-vous, je suis allée chez elle, elle m'a fait asseoir dans son salon, je ne savais pas où j'atterrissais, je me suis dit, je suis tombée dans une secte, on va m'assassiner, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va me garder coincée, elle va me séquestrer, je suis chez les fous, enfin bref. Elle m'a fait asseoir sur son canapé et elle me pose la question suivante, donc, est-ce que tu as une table basse chez toi? Et là, je me suis dit, oh putain, mais c'est quoi l'embrouille, quoi? C'est quoi l'embrouille? Et en fait, elle m'a dit, est-ce que tu as une table basse? Oui, j'ai une table basse. J'avais du respect pour cette femme quand même, que je ne connaissais pas, donc j'ai répondu à ses questions. Et là, elle a commencé à me faire un débrief de ma maison. Est-ce que tu as un canapé? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as là? Oui, 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 oui. Et est-ce que tu as de la gratitude pour eux? Et là, tu vois, rien que quand je t'en parle, j'ai encore les frissons. Parce que là, je ne comprends pas. J'ai de la gratitude. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, la gratitude. Tiens-toi bien. Oui. De la gratitude pour ma table basse. Alors non, madame, j'ai jamais réfléchi à ce genre de truc. Elle me dit, rentre chez toi et réfléchis à ce que je te dis. Le jour où tu auras de la gratitude pour ce qui t'entoure matériellement, tu reviendras me voir. Voilà. Et elle m'a mis un coup de fer à cheval dans la gueule, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire, je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai compris ce que c'était la vie. Voilà. C'était ça. Et puis après, voilà, j'ai amorcé ce truc-là. Là, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Elle m'a donné des livres. Bon, j'ai mal commencé parce que j'ai commencé. Un des livres par lesquels j'ai commencé, c'est Le Secret. Oui. Chose que je déconseille vivement à qui ne le comprend pas au premier degré. Parce que là, ça peut te mettre dans de sacrées situations. Voilà, et puis j'ai commencé à m'atteler au développement personnel et j'ai compris là que c'était ma voie. Ça y est, là, on était bon. J'avais compris que c'était là où je devais aller.
accompagner les femmes. Et il y a une cliente donc dans le magasin un jour que je ne sais pas ce qui lui prend, celle-là aussi. Elle tire le rideau de la cabine, elle était en train de s'essayer des fringues. Elle me dit, Elodie, vous savez quoi? Eh bien, avant, vous soignez au passé, hein. Vous soignez les corps. Et bien, aujourd'hui, vous savez quoi? Vous soignez les cœurs. Vous devriez être coach. Boum! Elle m'a balancé ça. Le soir, encore une fois, j'ai dit à mon mari, on vend tout. Je te le dis, le magasin, on vend le stock, on vend tout, on balance tout. Et moi, je me forme et c'est ce que je veux faire de ma vie. Et voilà. Voilà comment l'aventure du coaching a commencé. Ouais. Cette histoire de la gratitude envers la table basse, j'avais vraiment envie que tu nous la racontes parce qu'effectivement, enfin, les gens qui regardent cette interview aujourd'hui, effectivement, posez-vous la question, est-ce que vous êtes reconnaissant d'avoir une voiture qui roule, d'avoir à manger dans le frigo C'est quelque chose, effectivement, qu'on oublie parfois. Et pour moi, dans cette écologie relationnelle et cette écologie globale, c'est ça aussi, c'est notre rapport au monde. Et comment tu parles aussi de ressenti, d'intuition aussi ensuite. Qu'est-ce qu'on fait des épreuves qu'on vit? Qu'est-ce qu'on choisit? Comment on réagit aux événements et au matériel. Je veux dire, aujourd'hui, si on peut avoir cette entrevue, c'est parce qu'on a un ordinateur. Bien Les sûr. gens qui la regardent, c'est aussi parce qu'ils ont un ordinateur, parce qu'on a du courant, parce que voilà, c'est tout ça aussi qui fait qu'on peut vivre des choses et qu'on peut être reconnaissant envers ces choses-là, et que c'est pas une question d'être matérialiste, c'est juste de se dire ces choses-là autour de nous, elles nous permettent aussi d'être en connexion et ça rentre dans cette écologie pour moi. Donc voilà, j'avais envie que tu nous racontes cette histoire qu'on n'entend pas souvent, voilà, je trouve, dans le développement personnel un petit peu, mais le fait d'être en gratitude envers des objets déjà qui nous apportent. En fait, je crois qu'elle voulait aller encore au-delà de ça. Enfin, j'en suis même intimement convaincue parce qu'elle a vu que la situation dans laquelle je me trouvais, elle était basée sur le matériel, sur une situation matérielle. Et en me parlant de gratitude, c'est vraiment elle le déclencheur. Mais vraiment, je ne serai jamais assez reconnaissante, je n'aurai jamais assez de gratitude pour le coup pour elle parce que c'est elle qui m'a donné le déclic et qui m'a fait basculer de l'avoir à l'être. La situation que je vivais, elle était dans l'avoir. Les émotions et la situation que j'avais, c'était dû à une situation matérielle. Et en me parlant de gratitude, elle m'a fait reconnecter à mon être profond. Alors évidemment, après, c'est moi qui ai bossé pendant des années sur moi, qui ai travaillé sur moi, qui me suis développée personnellement, mais elle m'a ouvert la porte à l'être. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, ça me tient énormément à cœur dans mes accompagnements. C'est pour ça que dire business coach, ça ne me va pas non plus. Parce que je vais tellement à côté de ça, la reconnexion à soi et quand je dis fais péter la wonder qui est en toi, mais c'est quoi? C'est pas du matériel. Bien sûr. C'est tout ce qu'on vit de l'intérieur et ce qu'on s'interdit de vivre justement, quoi. Exactement. Mais aussi, tu étais réceptive à ça à ce moment-là et ça arrivait au bon moment. Donc, c'est aussi comment utiliser les choses et comment choisir de comprendre ce qu'on nous dit à ce moment-là ou choisir de ne pas le comprendre. Tu parles aussi beaucoup de choix. À un moment donné, on prend aussi notre responsabilité d'avancer dans la vie. Et sur les relations à soi, justement, j'avais envie d'échanger un petit peu avec toi par rapport à ça. Parce que tu as tu parles des fois de confiance en soi, enfin souvent, hein, Oui. avec tes Wonders. Et Mmh. est-ce que tu pourrais nous partager, toi, est-ce que tu as toujours eu confiance en toi? Est-ce qu'il y a eu des moments de ta vie où c'était niveau pâquerette et comment tu fais et quels conseils tu peux donner par rapport à cette confiance en soi? Je vais te dire très honnêtement, jusqu'à on est en 2020, jusqu'à 2016 en intégrant l'Académie Zéro Limite et même au-delà, je n'avais pas encore confiance en moi. De ma naissance à 2017, je n'avais pas confiance en moi. J'ai jamais eu confiance en moi. Pourquoi? Parce que j'ai un cerveau qui est complètement décalé des autres. L'école, ça n'a jamais été mon fort. Pourtant, j'avais d'excellents résultats. Mais alors, qu'est-ce que je m'ennuyais. Je trouvais ça tellement débile d'apprendre ce genre de trucs alors qu'il y avait des choses tellement plus belles dans la vie. Enfin bref.
Voilà, je me suis jamais sentie comprise par mon environnement, par les profs, par les élèves. J'étais très seule. Jamais en groupe, j'ai jamais réussi à intégrer quoi que ce soit. Pourtant, j'en ai fait des efforts hein, pour m'intégrer, mais j'ai jamais réussi. Voilà, donc du coup, la confiance en soi, comment te dire que c'est mal barré quand tu es déjà sur ce terrain-là. Après les épreuves de la vie, si tu les comprends pas, si tu ne sais pas les analyser, bah, évidemment qu'elles te font perdre confiance en toi. L'épreuve de l'hôpital, ça m'a complètement déglinguée. Autre que confiance en moi, j'avais plus d'estime de moi, je m'aimais plus, j'avais plus rien, j'avais même plus envie de me reconnecter à moi, j'y pensais pas. Mais tu m'aurais donné l'opportunité de le faire, je l'aurais même pas fait parce que je le méritais pas. Mais vraiment quoi, j'étais à zéro là-dedans. Voilà, ce qui m'a fait prendre confiance en moi, c'est me reconnecter à qui je voulais être vraiment, à qui j'étais vraiment. La façon dont je voulais le démontrer, quoi qu'on en dise, hashtag PRAF, plus, et me dire que maintenant ça suffit. On parlait de choix, mais je crois qu'arrivé à ce moment-là, de choix, je n'en avais plus. C'est-à-dire, je n'arrivais plus je ne voyais plus les choix. Est-ce que tu prends la vie du bon côté, tu te ressaisis, ou est-ce que tu descends? Moi, je ne voyais même plus ça. J'étais vraiment en mode, écoute, vas-y, enfonce-toi, il n'y a plus de sortie, ben, reste-y, quoi, reste-y. Voilà. Donc, non, la confiance en moi, jamais de la vie, jamais de la vie. Vraiment, personnellement, je pense que la confiance en soi, je dis toujours, tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu n'as pas d'estime de toi. Tu ne peux pas avoir d'estime de toi si tu ne t'aimes pas. Et tu ne peux pas t'aimer si tu ne te connais pas, au même titre qu'on ne peut pas aimer un inconnu dans la rue. Ça, c'est vraiment un truc que je dis dans quasiment toutes mes interviews, parce que je tiens à ce que ce soit entendu dans le monde entier. Ça va de soi. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas réfléchi avant d'avoir confiance en toi. Est-ce que tu as fait un petit peu le débrief? Est-ce que tu as une estime de toi? Non. Est-ce que tu penses que tu t'aimes un peu, moyen, beaucoup? Non, pas du tout. Ou des gens qui ne se sont même jamais posé la question. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me kiffe? Là, dernièrement, j'ai fait un post. Est-ce que tu es fan de toi sur Instagram? Alors, il y a eu plein de messages en privé, en fait. Les gens ne le commentent pas trop. Ouais, c'est quand même hyper orgueilleux, c'est quand même chelou d'aller dire est-ce que tu es fan de toi? Ah, mais pas un brin en fait. Pourquoi c'est chelou? Si t'es pas fan de toi, tu veux que les autres le soient? Ça marche pas comme ça la vie. Donc voilà, cette histoire de confiance en soi, mais non, je rassure tout le monde, non. J'étais une anti-confiance en soi et je savais même pas comment on faisait pour en avoir. Clairement. C'est vrai que culturellement, enfin, tu disais, voilà, les gens peuvent penser que s'aimer, c'est d'être prétentieux, d'être orgueilleux, mais s'aimer, ça ne veut pas dire dénigrer les autres, ça n'a rien à voir en fait. C'est comme tu Ah non. disais, la confiance en soi, il faut d'abord avoir de l'estime de soi, avant il faut avoir de l'amour de soi, avant il faut se connaître. Et c'est là en fait qu'il faut commencer. Et toi, c'est ce que tu as fait du coup, apprendre à te connaître pour après tout reconstruire en fait. Absolument. J'ai refait en fait, sans peut-être même m'en apercevoir vraiment. Ouais. C'est C'est quelque après chose coup. que j'ai décelé, que j'ai défini au fur et à mesure de ma progression. Oui. Mais quand j'ai travaillé sur moi, que j'ai appris à comment se reconnecter vraiment, j'insiste sur le vraiment parce que on dit un peu tout et un peu rien. Je ne vais pas aller critiquer ou quoi que ce soit, hein. Chacun a sa perception de ce que c'est la reconnexion à soi. Mais moi, je l'ai tellement vécu en profondeur et de l'intérieur que ça m'a permis de le faire à mes clientes, en fait, de le partager à mes clientes et de leur apprendre vraiment. C'est très douloureux. Elles sont prévenues, la première session, tu vas pleurer beaucoup. Mais c'est aussi le vernis qui craque. C'est en fait cette couche-là qu'on s'est tellement mise dessus, ben, qu'en fait, on a perdu la connexion à soi. On a perdu, le signal est brouillé, on a perdu la connexion. Pourquoi? Parce que dans la vie, on ne t'apprend pas à te connaître. Tes parents ne t'apprennent jamais de la vie, ils vont t'apprendre à te connaître. Les enseignants non plus. Ils vont t'apprendre à aimer les autres parce qu'il faut être poli. Mais est-ce qu'on t'a appris à t'aimer toi-même? Est-ce qu'on t'a appris à être poli et bienveillant envers toi-même? Non, on ne te l'apprend que vers l'extérieur. Il faut être poli, il faut être bienveillant, il faut être gentil, il faut être conciliant. Donc, ça, on te dit qu'il faut le faire pour les autres.
Mais on a juste oublié de te dire qu'avant de le faire pour les autres, commence par le faire pour toi. C'est pour ça que les gens galèrent autant. Donc voilà pourquoi dans mes accompagnements, tu vois qu'on sort du business coaching à la base. Pourquoi dans mes accompagnements, c'est un travail que j'effectue et on retourne en fait tout ce qu'on a fait pour les autres. En fait, c'est ça qui est douloureux, c'est d'apprendre à le faire pour soi. C'est très très subtil, mais quand on apprend ça, c'est le hashtag PRAF qui se met en route et puis après on envoie la Wonder en mode business. Ouais. Et puis, c'est apprendre à aimer effectivement ces zones de lumière, mais aussi ces zones d'ombre, et puis d'être Complètement. bienveillant avec soi-même et se rendre compte que on est comme on est. On apprend à vivre avec nous-mêmes, hein, parce que finalement, on est la seule personne qui va passer toute sa vie avec nous. Exactement. Autant que le voyage soit agréable. Et puis ça, c'est vraiment un travail de base. Euh, J'aimerais qu'on continue cette interview pour parler des relations avec les autres. Et Mhm. justement, tu nous parles du PRAF, mais toi, comment tu gères tes relations avec les autres? Comment tu gères le fait que y a certainement des personnes qui ne t'apprécient pas et comment tu gères soit les conflits ou soit les oui ou les je sais pas parce que plus on est authentique, disons les choses, plus on est authentique, plus on est soumis à la désapprobation et plus Bien on est sûr. sous le feu peut-être des regards des approbateurs ou comment tu gères ça toi? Alors, avant, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis autant de temps pour faire de la vidéo, autant de temps. Là, je te parle du début de mon arrivée sur le terrain du développement personnel et du business coaching. Autant de temps pour faire de la vidéo parce que j'avais tous les syndromes de la planète. Hein. Tu m'aurais mis un détecteur à syndrome, le truc, il aurait explosé en deux. Justement, parce que je ne gérais pas. Les peurs du regard des autres, la peur de la critique, l'illégitimité, le syndrome de l'imposteur. Je me disais, mais qui je suis moi après tout? C'est pas parce que j'ai vécu plein de trucs que ça va aider les gens. Ils vont me prendre pour qui? Voilà. Donc, je gérais pas du tout. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Je faisais pas. Tellement simple. J'ai mis beaucoup de temps aussi pour vendre parce que pour moi, l'aide que je voulais apporter, bien sûr qu'elle avait de la valeur, mais j'estimais que on ne pouvait pas faire payer ça. Enfin, on ne pouvait pas demander de l'argent pour ça, quoi, parce que moi, je l'avais fait pour moi-même gratuitement. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Donc, effectivement, je ne faisais rien. Et je ne gérais donc pas du tout ni le regard, ni les peurs, etc. La critique. Alors là, je faisais dans mon pantalon, pour te dire la vérité. Puis jusqu'au jour, encore une fois, au moment où il y a eu cette reconnexion à moi, et au moment où est arrivé, alors c'était bien avant le PRAF, hein, le PRAF, ça a été en fait la synthèse de ce que j'ai vécu. Comment je gère? Écoute, effectivement, plus on est authentique, au moins. Alors, je vais pas dire au moins on est apprécié, Non. mais je vais dire au moins on est apprécié par la majorité. Voilà, c'est-à-dire que l'entonnoir se resserre. Et alors, le tips du jour, c'est que en réalité, tous les gens qui ne m'apprécient pas, je leur demande de sortir de ma vie, de ne plus perdre de temps et d'énergie à venir m'écouter. Et parce que franchement, ça les dessert. Moi, en tout cas, ça ne m'apporte rien ni de positif ni de négatif puisque je ne sais pas ce qu'ils font. S'ils ont envie de perdre du temps et de résoudre les problèmes qu'ils ont avec eux-mêmes dans les commentaires, qu'ils le fassent si ça peut les décharger. Moi, en attendant, je veux dire, ça ne reste qu'un commentaire posé sous une image ou sous un post et ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire que honnêtement, hein, ça glisse, mais voilà. Donc, moi, ça m'arrange même parce que je sais aujourd'hui qui je veux accompagner. Les haters, je vous dis, franchement, je les emmerde, mais très clairement. Je me demande même, j'ai presque de la pitié pour eux de voir à quel point ils peuvent assassiner les gens, mettre des commentaires dégueulasses sous les posts des gens. Mais mon Dieu, mais si leur vie se résume à ça, mais qu'est-ce que c'est triste. Donc, partant de là, en fait, j'ai même pas à gérer, quoi. J'ai nexté, j'ai mis de côté, et puis voilà. Et après, pour le PRAF un peu plus généreux, un peu plus en mode positif, c'est comme je te disais tout à l'heure,
Écoute, moi, j'ai décidé de faire ma vie, d'en être responsable, de prendre les rênes et de créer ce que je voulais créer. C'est-à-dire, c'est comme si tu es à la plage, tu as l'appel, le râteau, le seau, tu dois faire un château. Soit tu décides de faire le château, soit tu décides de laisser la pelle, le râteau et le sable à plat et de le regarder, et ben il se montera jamais. Moi, j'ai décidé de monter ce château-là et peu importe, donc en mettant entre mes désirs, mes réalités, mes rêves, ce que j'étais en train de mettre en place, etc., en mettant le hashtag PRAF au milieu. C'est-à-dire que moi, je fais mon truc. Si tu kiffes ce que je fais, si tu as envie que je t'accompagne, si tu kiffes mon contenu, si tu kiffes mon énergie, mes bras sont ouverts. Si tu kiffes pas, reste à l'extérieur du PRAF, quoi. Parce que de toute façon, moi, ça ne changera rien à ma vie et toi, rien à la tienne. Donc, voilà, c'est plus de l'indifférence et en fait de concentrer mon énergie vachement ailleurs que là-dessus, en tout cas. Et est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place aussi dans ta, je vais dire, vie privée, entre guillemets, Ouais. c'est-à-dire dans tes relations avec tes amis, ta famille? Est-ce que ce PRAF, voilà, est-ce que la Élodie qu'on connaît publique, c'est la même que la Élodie privée? À 100%. Le PRAF, il est chez moi dans ma vie perso, dans ma vie pro, avec mon mari, avec ma fille, avec ma mère, avec mes amis. Oui, oui, tout le monde le sait, tout le monde sait qui je suis et je pense ne pas me tromper d'un iota en te disant que si on passait une semaine ensemble, tu aurais la même Hello devant toi, avec les mêmes intonations, les mêmes façons de parler, les mêmes façons de réagir, la même façon de provoquer un petit peu et de taquiner les gens. Oui, c'est moi, quoi, c'est moi. Et c'est merveilleux c'est un gros, gros poids en moins quand on arrive à assumer qui on est. Mais en fait, on dit toujours assume qui tu es, mais en fait, on n'a même pas à l'assumer. On est qui on est, point barre. Qu'est-ce qu'on a à assumer? Assumer, c'est assumer une décision, assumer, mais c'est pas une décision, c'est toi. Pourquoi tu aurais à l'assumer? Je vois même pas pourquoi, en fait. Tu Mais vois? en fait, parce que c'est arrêter de se mentir à soi-même. Tu le disais tout à l'heure, l'éducation qu'on nous donne par les parents ou par les enseignants. Moi, je suis une ancienne Mhm. enseignante, donc je sais très bien aussi comment ça se passe à l'intérieur du système. Mais tu dis, c'est toujours faire attention à être poli envers les autres, faire attention aux autres. Donc, à un moment donné, on s'oublie soi-même, c'est-à-dire Bien qu'on sûr. qui on est. Et tu parles aussi d'égoïsme positif. C'est en Ouais. lien vraiment avec ça. Est-ce que Ah tu peux oui. nous donner ta vision des choses là-dessus, sur l'égoïsme positif qui, à ton sens, est indispensable pour être bien aussi dans sa relation avec les autres? Absolument. Bah oui, en fait, ça rejoint exactement et le PRAF et ce que je te disais précédemment. Moi, j'ai toujours été, j'ai jamais supporté l'égoïsme en fait. C'est vraiment un truc qui est anti-valeur chez moi. Je n'ai jamais réussi à comprendre que les gens ne pensent qu'à eux. Cela dit, en cheminant, etc., je me suis demandé pourquoi c'était épidermique chez moi, pourquoi ça me hérissait à ce point. Eh bien, parce qu'en vérité, j'ai jamais pensé à moi. Donc, ça me renvoyait une image euh, à la fois négative et à la fois de manque de ce que je ne faisais pas chez moi. Mais pour ne plus avoir cette image négative de ce qu'était l'égoïsme, j'ai appelé ça l'égoïsme positif. Et en se recentrant, en s'alignant avec soi-même, en faisant une véritable reconnexion avec soi-même, bien sûr qu'on se met en mode égoïsme positif, mais pourquoi? Égoïsme positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire se reconnecter à soi, prendre soin de soi, se développer, grandir, être le mieux possible. Mais pourquoi? Pour qu'après nos relations soient les meilleures possibles avec nos amis, avec notre famille, avec nos partenaires d'affaires, avec nos collaborateurs, avec le monde entier, avec nos clients aussi. Si on n'a pas réglé ça. Donc l'égoïsme positif, c'est quoi? C'est d'abord on se met en mode égoïste, on pense à soi, mais je rajoute toujours le positif. Pourquoi? Ça a une notion de mieux-être, de développement et d'amélioration de soi, à partir de laquelle, après, évidemment, on peut vachement mieux aider les autres et sur une espèce de coussin d'air beaucoup plus confortable que quand on a les fesses sur le béton, quoi. Mais bien sûr, c'est un peu la métaphore avec l'avion, c'est-à-dire si tu commences par mettre un masque sur tes enfants avant de mettre le masque sur toi, à un moment donné, c'est d'abord toi, tu t'occupes de toi, être bien, être
Oui, être bien pour pouvoir ensuite aider les autres. Et c'est vrai que cet égoïsme positif, ben, il est nécessaire parce qu'on ne peut pas être au service des autres si soi-même on ne s'est pas rendu service et qu'on n'a pas Bah, en repris. fait, tu sais, c'est très souvent le cas du burn-out que moi j'ai vécu à l'hôpital avant cette histoire. Bah, en fait, j'étais en mode, je fais pour les autres, pour les chirurgiens, pour mon équipe, pour les employés, pour les femmes de service, enfin les techniciennes de surface, pardon, pour mes patients. Je faisais pour tout le monde et arrivé à la maison, bah, en fait, je faisais plus rien. Ni pour mon mari, ni pour ma fille, encore moins pour moi. Ça veut dire que tout le monde, il y avait une liste, euh, mais sans fin, de personnes à qui ou pour qui je devais faire quelque chose. Et puis arrivé chez moi, ben, j'avais plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Burn-out. Parce que j'arrivais, je savais que je devais donner, 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 qu'il n'y avait rien pour moi. En fait, le vase se vidait et je le remplissais chez les autres. Et ce qui fait souvent le cas du burn-out aussi, hein. On dit que c'est du surmenage, mais pas du tout. C'est de la vidange intérieure, le burn-out. Tu vois, c'est pas que du surmenage. On est surmené pourquoi? Parce Oui. qu'on donne beaucoup, on fait beaucoup pour les autres et pas pour soi, tout bêtement. Donc oui, voilà quoi. En gros, ça rejoint exactement. Ça tourne toujours autour de la même chose, hein, bien sûr. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'a pas pris soin de ce que, voilà, moi j'aime appeler son écologie relationnelle. Il y a quelque chose qu'on n'a pas bien entretenu. Enfin, voilà, on n'a pas bien arrosé, on ne s'est pas bien occupé d'une certaine partie. Et pour finir, on arrive donc vers la fin de l'interview. Voilà, est-ce que tu aurais un dernier message à partager aux personnes qui effectivement vivent peut-être un défi avec leur écologie relationnelle, alors soit avec eux-mêmes, soit avec le monde, soit quelque chose là qui te passe par la tête, un dernier message à partager. Ben, par rapport à tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, je dirais que en tout cas, ce passage qu'on a sur Terre, il nous semble tellement long, mais au final, il est tellement court qu'on n'est pas venu ici, on n'a pas été missionné, on n'a pas gagné notre ticket d'entrée sur Terre, sur cette vie en tout cas terrestre, pour se la bousiller. Et moi, je suis super dure dans mes propos en conférence, par exemple. Enfin, je semble super dure au début, mais après la conférence, les gens viennent me voir et me dire, putain, mais t'as raison, quoi. Pourquoi? Parce que je dis, t'as tout essayé, ton mari te fait chier, mais divorce. T'as un problème avec ton patron, tu peux plus vivre dans cette entreprise, change. Ton métier ne te convient plus, tu sens que c'est en déséquilibre le plus total avec ta vie, que c'est à l'opposé de tes aspirations les plus profondes, mais vas-y, change, sors de là et écoute-toi. Et quand tu parlais tout à l'heure d'intuition et de connexion, ben en fait, c'est un peu le secret, quoi. On écoute toujours le mental et jamais le cœur. Et comme je dis toujours, l'esprit pose des questions et le cœur répond. Sauf qu'on a été martelé à coups de écoute du mental. Et j'ai envie juste de dire à tout le monde, posez-vous, redescendez dans le cœur et écoutez, prenez de la hauteur et regardez votre vie. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient plus? Je sais que c'est douloureux, mais en fait, c'est quoi qui est plus douloureux? De continuer à subir ou de choisir d'aller mieux? Voilà, ça sera mon mot de la fin. Mais écoute, merci beaucoup Elodie pour ce partage du cœur que tu as fait avec nous, avec moi. Je suis ravie de ce moment d'échange. Je te souhaite une très très belle journée dans ton sud-est. Il fait beau, je crois, non? Il Très fait beau de beau, toute très façon. très beau. Alors, chers amis, si vous avez aimé cette entrevue, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce si vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes. Vraiment, sentez-vous libre de partager cette entrevue. Voilà, quelqu'un qui aurait besoin d'entendre un petit message décapant, mais toujours bienveillant, on l'a dit. Et puis, si vous voulez retrouver encore plus de contenu inspirant, on se retrouve sur mon site internet virginiechastel.fr. Je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée et surtout, prenez soin de vous. À Bye bientôt. bye. Bye Bye, bye. Elodie.